L'héritage qu'il nous laisse, c'est l'héritage de l'ingratitude et de l'égoïsme. C'est-à-dire le président de la République a été toujours un homme ingrat et égoïste avec tout ce avec qui il a gouverné, avec tout ce qu'il a nommé. Je cite simplement. Bonjour ou bonsoir, selon où vous vous retrouvez dans le monde. Bienvenue à la LM Africa Medias. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager dans vos groupes WhatsApp, Facebook, pour que nous puissions agrandir notre communauté. Pour ceux qui veulent mes codes vidéo, vous pouvez me retrouver sur ma page TikTok, où est-ce que je retire certains extraits et vous pouvez vous régaler à TikTok. Comme d'habitude, nous allons rester en Afrique et nous allons parler d'un pays, une fois de plus particulier, qui se détermine par son sommeil profond, par ses leaders que certains peuvent appeler panafricains, d'autres non. Mais nous allons parler d'un pays qui est le Cameroun, un pays perdu en Afrique, qui ne connaît même plus à quoi se vouer de ses leaders, qui ne parvient pas à comprendre la direction que ses leaders est en train de l'amener. Après un règne sans partage du président actuel, son Excellence Paul Biya, qui règne à maigre. Pour moi, en général, je préfère généralement l'appeler l'empereur. Parce que si vous regardez 42 ans, si vous regardez la majorité, il y a des empereurs qui ont eu à régner et peut-être à faire moins d'années que son Excellence Paul Biya. Mais c'est un empereur. On va faire avec. Parce que c'est les Camerounais qui l'ont donné. À part si les Camerounais se désistent qu'ils n'ont jamais demandé de rester pendant 42 ans. C'est 43 ans maintenant qu'on est en train d'aller. Mais je pense que c'est les Camerounais qui l'ont permis de rester jusqu'à maintenant au pouvoir. Parce que si on veut même compter la période qu'il était Premier ministre, il est passé des directeurs de cabinet, etc. Le patriarche, comme on peut l'appeler, est déjà dans les 60 ans et plus. Donc, il a passé toute sa vie dans une classe politique de bourgeois. Ils ont bien mangé, ils continuent à manger. Il fait sa politique. Mais les Camerounais, somnambules comme ils sont, ils attendent que Dieu vienne les secourir sur terre. Mais vous avez menti. Parce que comme vous avez vu, même les sirènes des Kribi ont dit que ils votent pour le bien. Et ils aiment sa politique. Donc si les sirènes déjà l'ont dit, il manque seulement un peu. Le patriarche Biya nous dit qu'il a même causé avec Jésus, avec Dieu d'ici peu. Et c'est fini. Hein? Voilà. C'est un peu de ça qu'on parle. Un peu perdu. Qui ne connaît même pas réclamer le juste minimum qu'il peut avoir besoin. Et dans cette séquence qui va suivre, j'aimerais qu'on écoute le président du parti Jouvence, Valère Bessala, qui fait une très bonne analyse de l'héritage que Paul Biya et du bilan du RDPC. Malgré que les gens comme Essomba Bengono, ils désistent et ils nient que le RDPC, ce n'est pas le gouvernement. Vraiment, l'histoire s'y me dépasse. Voilà quelqu'un qu'ils ont leur candidat. C'est eux qui ont élu Paul Biya pendant les années.
Biya, c'est un indépéciste. Mais là, ils sont en train de vouloir nier le bilan de Biya. Ils veulent se désister. Oh, vraiment. Le pays là, c'est le phénomène. Oh, et que souvent, si tu veux décresser, souvent, il faut aller suivre les débats du Cameroun. Donc, tu vas comprendre pourquoi c'est un continent qui est d'une part une poubelle. Comme vous pouvez voir dans la vidéo précédente. Oh, bien tu es fort, dis donc. Non, après toi là, hein, non, les Camerounais ils vont s'asseoir comme ça, là, ils vont dire yes, on a eu quelqu'un. Pardon, j'aimerais qu'on écoute ce passage de Valère Bessala. Je conseille à toute personne de prêter attention, d'écouter en profondeur cette analyse de Valère Bessala sur l'héritage et le bilan de Paul Biya. Écoutons Valère Bessala et reprenons-nous juste après. Le jour du vote, vous allez voter pour le président Biya. Nous avons perdu des élections à des endroits où nous ne savions même pas que nous pouvions les perdre parce qu'on était sûr que ceux qui sont là sont nos électeurs. C'est des choses qui arrivent quand on fait la politique. Donc, ne me faites pas dire quelque chose que je n'ai pas dit. Je dis que le RDPC soutient son président national, qui est président de la République. Il soutient la politique qu'il définit et il assume le RDPC. C'est compris, Valère Bessala. Voilà. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Alors, il y a un débat autour aujourd'hui parce que quand je vais encore l'évoquer, il va vouloir reprendre la parole. Le RDPC ne veut pas assumer le fait que celui qui soit au pouvoir s'est détaché de l'ordre gouvernant, alors que celui qui fixe le cap, il me semble bien que le président de la République, celui qui fixe le cap sur tout, et en tant que tel, il en est responsable. Il n'y a même pas de débat dessus. Moi, je ne vois pas le débat. Je crois que j'ai essayé d'être clair et je crois que le professeur Oyan a été encore un peu plus clair. Non, il n'y a pas de débat dessus. Moi, je suis en politique. Je suis resté dans ma sphère politique et j'ai laissé aux scientifiques, aux politologues d'appuyer par la science l'affaire. Donc, il n'y a pas de débat dessus. Je crois juste que ce qui se passe sur votre plateau, c'est qu'il y en a qui sont justement des partis proches du pouvoir et qui refusent qu'ils sont proches du pouvoir. Et il y en a qui sont un parti au pouvoir et qui, sentant la fin du champion de ce parti s'en venir, décide de se remettre proche du pouvoir. Voilà la grande logique. Donc c'est pour cela que je ne vais pas anticiper. Je ne vais pas anticiper sur le prochain point. Sur le prochain point qu'est l'héritage. Je vais rester sur le bilan. Je ne vais pas anticiper. Bon, je préfère d'abord m'arrêter là, mais je vais d'abord corriger. Je dis que Honorable a dit tout à l'heure, non, le congrès de l'UNC c'était pas en 81, c'était en 80. J'ai dit 80. Vous avez dit 81. Oui, non, donc c'était 80 en juillet. Et c'était la même année qu'est parti André Fouda parce qu'il est mort pendant. Oui, j'ai dit 80. Donc, on parle là. Et je suis d'accord avec l'honorable Adamou. Le PIB, l'augmentation du PIB sur le plan économique n'est pas, comment dire, le fait d'un individu. Ne peut pas être le fait d'un individu. Peut être le fait d'un ensemble de politiques qui ont été conçues, implémentées, appliquées et dont les résultats se ressentent. Donc notre PIB, c'est un accident. Donc, dit que 30 000 milliards, dit que 30 000 milliards de 82 à 2025 est un exploit. Je me pose des questions. Je pose des questions. Il faut plutôt se poser la question, est-ce que ça n'aurait pas pu être un peu plus élevé encore, notre PIB, si on avait fait effectivement mieux? Vous voyez, une augmentation, et là je suis d'accord avec lui, la croissance n'est pas toujours un indice de développement. Et le PIB ne peut donc pas être aussi un facteur de bonne gouvernance. La preuve, c'est que nous avons aujourd'hui un pays dans un marasme économique. Ce PIB est plutôt l'œuvre d'un pays, d'une population résiliente. Et le président lui-même a adopté ce mot depuis 2008. Nous sommes un peuple résilient, c'est-à-dire qui arrive à résister au choc exogène, c'est-à-dire la politique internationale qui est dure pour les pays les plus faibles, et endogène. Les chocs endogènes, c'est-à-dire donc il est le principal acteur, c'est-à-dire le principal provocateur. Parce que le rôle d'un président de la République, c'est d'éviter à son peuple des chocs domestiques, notamment des chocs liés à la malgouvernance, à la corruption, à la malgestion,
au crime économique. Lui-même, il a dit de sa bouche, 2008, des criminels économiques, des bandits à col blanc, des inertes. Ça, c'est le discours du 31 décembre 2005. Des inertes. Quand on dit inertes, ce n'est pas des inertes politiques, c'est des inertes économiques. C'est des inertes dans la gouvernance. C'est des inertes managériaux, c'est-à-dire dans le management de la gestion du pays. C'est-à-dire que le président, dans la Constitution, dit il définit la politique de la nation. L'honorable a dit il définit la politique de la nation. Ça, c'est le premier rôle du président de la République. Donc, lui, il définit la politique de la nation. Et des individus qu'il a nommés décident de ne pas l'appliquer. Ils sont devenus inertes. Et lui, il a constaté le 31 décembre 2005. Et ils ne sont pas arrêtés à être des inertes. Assalamu alaikum. This is an urgent appeal for the people of Yemen. The suffering in Yemen right now. Ils sont même entrés dans le crime économique. C'est-à-dire piquer dans la caisse, creuser des trous dans la caisse et puis envoyer de l'argent dans les paradis fiscaux. Et il les a traités de criminels économiques. Ça, c'est le discours de 2008. Il a parlé du patriotisme économique aussi en 2008. C'est des notions du président de la République. Patriotisme économique. Patriotisme économique veut dire quoi? Voilà, les ministres vont mission en Turquie, mission cela, ils prennent Éthiopiens sans publicité, ils prennent Air France, ils prennent ceci, alors que Kameko est là, bon, du moins, au moment où Kameko sortait encore du pays, on peut le dire comme ça, puisqu'il y avait encore même Kalakamer. Voilà. Vous voyez? Vous avez, prenez parce que allons-y pas à pas. Le chantier national industriel du Cameroun, Sénic, il est à terre aujourd'hui. Ils l'ont plombé. Ils ont même pris le directeur qui l'avait relevé et faisait déjà du chiffre. Il est en prison aujourd'hui. L'ancien directeur du chantier industriel, chantier national, industriel, chantier naval industriel du Cameroun. Voilà, il est en prison aujourd'hui. L'autre là, Motouk, Sonara 2010, il a prévu depuis 2002, dès qu'il est arrivé. Sonara 2010, nous devons raffiner notre pétrole et il a sorti un budget. Il s'est mis au travail, ils l'ont foutu en geôle depuis 2012. Parce qu'ils ne veulent pas donner au peuple camerounais du pain dans son assiette. Et lui, il les a donc traités d'ineptes. Ça veut dire qu'il est au courant de ce que l'ordre gouvernant dont il est le chef ne veut pas marcher, ne veut pas fonctionner comme il veut, Monsieur Obama. Donc moi, je ne voudrais pas qu'on limite cette affaire-là non, moi je ne suis pas dans l'histoire des RPC. Dans la définition structurelle, l'ordre politique tel qu'a donné l'honorable tout à l'heure, non. Le professeur l'a dit clairement. Parce que si on rentre dans sa définition, ce n'est que la petite définition qu'a donnée d'ailleurs Montesquieu dans son esprit des lois. Ça, c'est la définition structurelle de l'État. La définition structurelle même du gouvernement. Parce que les gens, la notion de gouvernement, parce que les gens ont une définition restrictive de la notion de gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement, c'est le Premier ministre et les ministres. Non. Dans l'esprit des lois, le gouvernement, c'est l'exécutif, c'est le législatif, c'est le judiciaire. C'est ça qu'on appelle le gouvernement. C'est-à-dire la définition lato sensu. Vous comprenez? C'est les gens qui dirigent, parce que le gouvernement, c'est ceux qui dirigent le pays. C'est ces trois pouvoirs. Et quand donc Montesquieu le dit, dans son ouvrage 1751, il est clair dessus. C'est pour neutraliser, c'est pour que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir législatif, à travers le contrôle le pouvoir exécutif, et le pouvoir judiciaire, à travers l'application des lois, s'assure que personne n'est au-dessus des lois. Que ce soit celui qui a voté ces lois ou que ce soit celui qui les applique. Vous comprenez? Voilà. Mais nous rentrons donc dans la logique de bilan, puisque c'est ça le sujet. Est-ce que vous permettez qu'il parle? Vous aurez la parole après. Quand nous sommes dans la plaît. logique de bilan, nous nous retrouvons donc dans une société où le président est dans un bilan d'échec. Quand vous avez bien écouté l'opposant Valé Bissala, qui a décrit exactement l'échec de ce système, où ce qu'il a pu parler de comment les partis proches du pouvoir ne veulent ni être responsables des dégâts, du désastre économique qui a été créé par les membres du gouvernement, qui sont aussi des indépendantistes. Les partis, le parti même qui a même élu, qui a porté Biya, refuse de prendre charge de l'échec du système. Tu vois comment, vous pouvez voir comment Essomba Begono, lui, il se décharge de l'échec du système. Bon, ouais, comment ça commence déjà à venir. Ils ne veulent même pas parler de ce bilan. Ils ont même peur de parler de leur propre bilan. Donc, ils évitent à tout prix.
Dès que Valère Bessala est en train de développer, il est en train de rire par derrière pour distraire l'audience. Il fallait que forcément le présentateur lui demande que mon frère, laisse l'histoire là. Tu veux distraire les gens ici. Quand Valère Bessala est en train de développer. Donc vous pouvez comprendre comment, dans leur tête, ils parlent comment le PIB du Cameroun est croissant depuis les années 1989, que Biya était au pouvoir jusqu'à maintenant. C'est de 32 000 milliards. 32 000 milliards. Mais quel est l'impact que ça a eu sur les Camerounais? Tous les projets sur le plan infrastructurel, routier, et aussi énergétique, sont dans l'eau. Ce sont des gros serpents de mer. Où ce que chaque ministre envale seulement sa part d'argent avec sa bande de personnes qui l'entourent. Ça fait sens. Tout ce qu'il dit là, il a exactement raison. Le PIB n'est pas un facteur de bonne gouvernance. Depuis que la corruption est rampante. Les gars volent comme des petites souris. Ils grignotent. Ils ne veulent même pas laisser même les petits miettes pour le pauvre peuple camerounais. Parce que c'est aussi un peuple somnambule qui passe son temps à vociférer et à bavader des inutilités dans les réseaux sociaux. C'est normal. C'est normal. Parce que l'histoire de poubelle est l'image du Cameroun. L'histoire de poubelle et de coupure de lumière, c'est l'image du Cameroun. Parce que le Camerounais lui-même a décidé de vouloir être dans ce désastre, de participer involontairement à cet échec. Donc, Valère Bessala a parfaitement raison. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ses analyses. Quand il passe dans certaines émissions sérieuses. Vous voyez vous-même la corruption rampante. Vous entendez comment les motions de soutien, ce sont les morts qu'on a mis dans les listes. D'autres professeurs agrégés même refusent. Disent qu'ils n'étaient même pas au courant. Maintenant, on force les gens à accepter l'échec du système, le bilan et cet héritage. Et ces gens sont en train de fuir. Ça commence. C'est juste un début. Hein. Il y a les gens que... Parce qu'on connaît les gens comme ça là. Ils ont profité du système. De la clémence du patriarche Biya, qui lui-même a encouragé tout cela. Parce que c'était une manière pour lui de tenir tous ces gars qui veulent prendre son pouvoir. Parce qu'il y a une seule chose que le père, là, lui, ne blague pas. Son pouvoir. Même quand il dort, l'œil, il a toujours l'œil comme ça, là. Il te guette d'un œil. Tu blagues. Il te fout en cellule. C'est comme ça, hein? Lui ne blague pas. Le patriarche ne rit pas avec son pouvoir. Il est intransigeant. Donc, comme vous pouvez constater, c'est exactement ça. Je voudrais qu'on écoute encore une autre partie de Valère Bessala et on se reprend juste après. Moi, j'ai commencé par dire, j'ai situé l'affaire politique et économique. Aussi simple, parce que vous avez bien compris dans votre génie que politique et économie, le socle, c'est le social. Vous comprenez? Donc, on est dans un bilan d'échec. Bilan d'échec, pourquoi? Parce que sur le plan politique, j'ai dit, il est en train de détacher le Cameroun, donc il n'a pas encore atteint l'objectif. Vous comprenez? Le franc CFA est toujours là. On voit toujours la France qui a pignon sur rue chez nous. On est même en train de voir comment le monsieur qu'on a nommé à la Sonara, le monsieur qu'on a nommé à la Sonara, il est en train de redonner les contrats
d'études sur la construction de notre raffinerie, la nouvelle raffinerie, aux sociétés françaises. Alors que l'objectif du président, en nationalisant la Sonara, par son décret de juillet 2019, était justement de remettre cet outil au Cameroun. Remettre cet outil au Cameroun. Mais on a vu que ce monsieur est en train de ramener la Sonara à la France. Vous voyez? Donc, tant que le président n'atteint pas l'objectif final de libération politique du Cameroun, pour moi, il est dans l'échec. Machiavel le dit, et je crois que c'est son livre de chevet, dit-on. La fin justifie les moyens. Mauvais moyens, bon résultat, mais on n'a pas encore de résultats. Vous comprenez? Mais nous sommes encore dans des mauvais moyens actuellement, puisqu'il utilise, et je sors même de là, je rentre même dans le choix de ses équipes. On dit aujourd'hui que tout le monde vole, Bon, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait pour le faire? Article 66. On a évoqué l'article 66. Moi, j'aime toujours rester le monsieur Obama. Quel bilan? Quand on dit bilan d'échec, le président est le premier artificier de l'échec de ce pays. Si vous dites article 66, je vous dis quelque chose. On dit dans la loi sur la déclaration des biens. Et puis les gars, ils font quoi? Vous savez, quand ils ne veulent pas appliquer quelque chose, on vous met des décrets d'application à l'intérieur de la loi. C'est-à-dire, on dit à M. Nkoupit, vous à l'Assemblée nationale, contentez-vous de voter la loi sur la déclaration des biens. Et quand ils vous proposent la loi, puisque c'est des projets de loi, on met une trace et on dit telle modalité fera l'objet des décrets d'application. Alors la loi date de 2006 et l'honorable a cité le 27 avril 2006 et on dit quand est-ce que le décret d'application qui va justement mettre en place toutes les commissions, membres sur membres, qui sont chargés d'entendre chaque gestionnaire nommé de ce pays jusqu'au grade qu'il a cité, avant son entrée en fonction et après son entrée en fonction. Qui? Ce décret n'est jamais sorti jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui empêche donc ce décret d'application de sortir? On dit les décrets sont d'application, du moins, sont de signature discrétionnaire. Qui a donc la discrétion du décret? C'est bien Paul Biya. Et nous sommes aujourd'hui à 19 ans. Personne n'a déclaré c'est bien. Voilà, vous avez monsieur quelque part là-bas à Tinga, pas à Tinga, oui, justement, on parlait de congrès à la CONAC, qui justement était ministre, 89, 91, quelque chose comme ça, à Garga. On vole, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. Biya l'a plutôt envoyé au quartier. Parce qu'il venait justement dénoncer des choses qui lui plaisaient, lui. Donc, il faut comprendre que c'est le premier artificier du mal-être du Cameroun. Donc, il est dans l'échec, M. Obama. Mais nous disons simplement, et je sors par là, que lorsque l'on parle donc du bilan aujourd'hui, le peuple camerounais ne veut pas savoir si vous avez détaché le Cameroun de la France. Si vous avez détaché le Cameroun, je ne sais pas de quelle autre puissance. Si vous êtes parti en Chine, si vous avez fait ceci en Russie avec la Russie, non. Le peuple camerounais veut savoir, est-ce que lorsqu'on me donne mon petit salaire à la fin du mois, est-ce qu'il suffit à me faire vivre moi et ma famille et tous mes enfants, peut-être ceux qui me sont attachés du 1er au 30 du mois. Voilà la grande question. Quand on va au marché, le taux d'inflation, il est de combien? Et puis, il se pose aussi des questions. Est-ce que ceux qui me dirigent aujourd'hui, moi, petit individu du peuple camerounais, reflètent même la morale et la rigueur? Parce que rigueur et moralisation ne sont pas les diptyques, ne sont pas un diptyque du président Paul Biya. Rigueur et moralisation, l'honorable l'a dit tout à l'heure, congrès de 80, 10 juillet 80, c'est le président Aïdjo, UNC. Rigueur et moralisation. Mais l'homme s'est arrangé sur le plan politique à diluer toute la rigueur, à diluer toute la moralisation et toute la morale, a rendu le pays, a mis le pays dans un marasme d'immoralité aujourd'hui, qu'on a comme l'impression que ce sont les imbéciles qui sont heureux dans ce pays. C'est-à-dire que vous avez des individus qui ne méritent en rien d'être là où ils sont, mais pourtant, leurs responsabilités sont renforcées au jour le jour. Ils passent de ministre à ministre d'État, plus on détourne, plus encore on est responsabilisé. Et vous voyez aujourd'hui, l'homme prenant de l'âge, on se retrouve dans une situation où on se dit, il n'arrive même plus à contrôler sa propre machine. Parce que le bilan est dans celui-là. Le bilan d'un homme, en fait, qui a fait plus de 40 années, nous sommes à la 43e année de pouvoir, mais qui n'a pas pu tenir sa machine. Et aujourd'hui, on comprend que la machine de son parti, comme le dit l'honorable tout à l'heure, se croit déjà proche du pouvoir. C'est-à-dire que s'entend que celui qui l'a toujours favorisé, celui qui a toujours porté cette machine-là, s'en va déjà de l'autre côté pratiquement. Alors, il est question pour elle de freiner des quatre fers, de reculer et de le laisser aller dans le gnouf de l'histoire et peut-être de chercher, comme on dit souvent, un autre dauphin pour le remplacer et continuer à faire comme d'habitude. Un bilan assez compliqué si on écoute Valère Bessala. Et au-delà du bilan, est-ce qu'on peut parler d'héritage aujourd'hui? Vous êtes libre. Comme vous avez constaté vous-même, Valère Bessala parle du problème de l'échec de ce système
le bilan qui est une catastrophe au Cameroun, une calamité, un désastre, des détournements de fonds qui se présentent comme un sport favori. Le pauvre président est lui là, il a lui mis ses gens, chacun fait ce qu'il veut. Qui écoute même encore le Premier ministre? Si on te dit même que le Premier ministre existe au Cameroun, tu ne vas pas croire. Hein? Le Premier ministre, lui, il est là, quand il bavarde, il vocifère sa part là, ça entre si ça sort de l'autre côté. Voilà seulement le simple problème de poubelle. Le Premier ministre a été incapable de résoudre. Le Premier ministre dit comment il aimerait que d'ici 2 semaines, la ville de Douala, toutes les grandes villes, toutes ces villes doivent être propres. Yaoundé alors, il ne blague pas, il veut. Il demande au super-maire, il donne des recommandations. Super-maire, les maires d'arrondissement, rien du tout. La ville de Yaoundé, ville poubelle, la puanteur un peu de partout, l'insalubrité, les maladies qui sont volatiles dans l'air, les problèmes corporels, pulmonaires. Voilà ça. C'est ça. L'histoire de poubelle, c'est l'image exacte de l'échec du renouveau. Si sur un quartier de 200 habitants, il n'y a que 100 habitants qui payent la lumière. Les restes des 100 habitants, eux, ils reçoivent la lumière à travers les canaux de son loulou. Vraiment, vous-même, vous pensez que quelle compagnie qui peut venir dans ce pays et s'en sort avec cette attitude que vous-même vous faites? Parce que vous êtes même à l'image de votre propre gouvernement. D'une part, même on accuse même bien, même vous-même, le peuple quand même, vous-même, vous êtes même complice de ce qui se passe. La même chose comme vos opposants. Vos opposants qui passent le temps à vociférer sur les plateaux, à faire des discours vides et des posts vides dans les réseaux sociaux. Déranger les gens, dis donc. Après, vous allez venir dire que oh, vous voulez aller gagner aux élections. Alors que vous savez très bien que la personne qui valide vos candidatures, c'est le gouvernement. Qui va valider ça? Quand on vous dit de vous rabattre sur le peuple camerounais, de leur demander de prendre le destin en main, d'insister, qui peut prendre les cartes d'électeurs? Mais, qu'est-ce qu'ils prouvent? Ils peuvent avoir tous les cartes d'électeurs. À la fin, on ne valide pas vos candidatures. Qu'est-ce que vous allez faire? Si le peuple camerounais part même, il y a même 10 millions d'inscrits. Les élections arrivent, on ne valide pas vos candidatures. Parce que la liste électorale, d'abord, on refuse de vous donner, de publier d'abord la liste électorale. Le MNC est parti seul, plaider pour la liste électorale. Les autres partis sont en train de... Eux, ils sont dans d'autres choses. Hein. Le MNC, lui, il part se plaider. Ils arrivent au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, en Tanganalais, dit irrecevable. Il les envoie à la Cour de justice de Yaoundé. La Cour de justice de Yaoundé, qui est censée aussi donner un verdict normal, juger ce genre d'affaires, se décline. Il dit que non, ils doivent partir voir le conseil électoral. Que c'est là-bas qu'ils doivent aller gérer ça. Donc même la justice se dédouane. Vous pensez d'abord que quoi? Mais la justice, c'est le RDPC, non? Donc tous ces gens-là, les conseils constitutionnels, la Cour de justice de Yaoundé, la grande Cour de justice de Yaoundé, mais c'est le RDPC, non? Vous pensez qu'ils vont dire qu'on vous donne la liste électorale? Ils ont déjà fait les doublons dedans. Vous pensez quoi? Ils vont vous donner ça où? Ils ont déjà fait leur doublon, dis donc. Vous restez là, vous vous embrouillez, vous vociférez, vous perdez le temps. Voilà ça que le MSA a marché partout, on les a chassés un peu de... Aucun résultat qu'on a remis au MSC. Le RDPC est là tranquille. Le MSC ne fait que marcher, bousculer à gauche. Ils font les efforts, hein? Je ne peux pas dire le contraire. Mais pour moi, ils savent très bien que le verdict ne sera pas à leur faveur. Le MSC sait cela. Donc si on ne vous donne pas déjà la liste électorale,
Vous ne demandez même pas le fichier. Parce que le fichier, c'est ce qu'on appelle le raw file. Le raw file veut dire, c'est un file qui n'a pas encore été filtré. Vous ne demandez pas ça. Vous demandez seulement la liste électorale. En Tangana, vous refusez déjà. Il dit irrecevable. Vous partez à la grande cour de justice de Yaoundé. On vous dit aussi non irrecevable. On vous renvoie au conseil électoral. Vous croyez que le conseil électoral va vous donner cette liste? Voilà ça. Voilà déjà un début qui vous montre que ces élections, si vraiment, si vous voulez cotiser, cotisez. Il n'y a pas de problème. Nous, on est là, on vous attend. Comme vous pensez que vous pouvez aller gagner le patriage là, dans ces élections que lui-même il organise. Il a choisi son arbitre. C'est lui qui a choisi ceux qui vont contrôler la VAR. Et vous pensez le gagner. Attendons de voir. Mais à la fin, vous allez comprendre que seul le peuple camerounais peut décider de ce qu'il veut faire. C'est le peuple camerounais. Si le peuple camerounais veut reconduire le président Paul Biya, c'est à eux. Mais s'ils veulent choisir quelqu'un d'autre, ils vont décider. Ils vont défendre leur vote, etc. C'est un peu de ça. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Et c'était une très bonne vidéo. Et surtout d'écouter Valère Bessala, qui fait de très bonnes analyses. Et j'en conseille d'autres d'aller aussi souvent écouter les entièretés. Parce que je ne prends que des sections de ces émissions, des parties essentielles, pour partager cela avec vous. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter, de partager dans vos groupes WhatsApp, Facebook, pour que nous puissions agrandir notre chaîne, la LM Africa Medias. Ici, pas d'insultes, pas de mépris. On est ici pour débattre, pour parler. Et à la fin, nous devons nous aimer et se respecter. Je vous prends à la prochaine. Restez connectés et agrandissons notre communauté. On se reprend. À plus.